De retour dans l'Africa Newsroom, Monsieur Portela, notre invité, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kambé et Samuel Gembok. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Inciter les Camerounais à consommer camerounais, c'est l'une des préoccupations majeures des autorités, et ce depuis plusieurs décennies. Pour y arriver, de nombreux projets visant à transformer localement la production agricole sont expérimentés. C'est surtout sur le secteur privé que les pouvoirs publics comptent s'appuyer afin de franchir la barre des 40% de transformation locale. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Le développement de la transformation locale des produits agricoles semble être plus qu'une nécessité aujourd'hui au Cameroun. L'agriculture occupe près de 70% de la main-d'œuvre active dans ce pays d'Afrique centrale. Elle contribue à plus de 20% de la richesse nationale et pour plus de 42% du produit intérieur brut. Depuis l'indépendance, les efforts du gouvernement pour assurer l'essor du secteur post-récolte n'ont pas à ce jour permis de réduire de manière substantielle les pertes. Elles sont estimées à 30% de la production globale, selon une étude de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI. Avec la nouvelle orientation de la politique agricole, résolument tournée vers l'industrialisation, la transformation locale est devenue une priorité pour les pouvoirs publics. Allez dans n'importe quelle boutique à Yaoundé. Qu'est-ce que vous voyez dedans? Made in Cameroun, ça n'existe pas. Nous devons créer du Made in Cameroun. Et le Made in Cameroun viendra d'abord du secteur agricole. Purée de tomates, en boîte, en sachet, Made in Cameroun. Jus de fruits, Made in Cameroun. Farine de manioc, Made in Cameroun. C'est ça l'objectif de demain. Depuis quelques années, cet appel des pouvoirs publics semble avoir reçu l'écho de certains opérateurs économiques. Thierry Nyamen en fait partie. Son entreprise transforme chaque année plus de 300 tonnes de céréales. C'est une usine qui a commencé sur la base de rien. C'est-à-dire qu'on a commencé à transformer à la main ce que nous voulions. Et au fur et à mesure, nous avons passé à une semi-industrie où on achetait des machines. Et moi, en tant que mécanicien, j'adaptais mes besoins aux besoins des producteurs parce que certaines des machines, c'est moi-même qui les conçois. Donc, c'est une entreprise camerounaise qui a énormément d'envie, qui a énormément d'ambition pour prouver qu'on peut faire quelque chose. Mais nous ne pouvons rien faire, nous, en tant que PME. Si nous n'avons pas ces marchés, nous sommes capables de produire, nous sommes capables d'envoyer. Et vous allez vous rendre compte, c'est des jeunes, c'est une jeunesse qui a énormément d'envie, qui a envie de prouver qu'on peut faire des choses dans notre pays. La transformation locale des produits agricoles au Cameroun est avant tout artisanale et les femmes en sont les pionnières. Ici, dans les villages Kiki et Yambassa, au centre du pays, elles sont organisées en GIC, les groupes d'initiatives communes. Grâce à leurs recherches, la fabrication des farines pâtissières de tout genre, ainsi que des pâtes alimentaires, n'ont plus de secret pour elles. J'ai 2 brevets d'invention pour la farine pâtissière de manioc et pour le plantain et la semoule de plantain. Parce que je peux faire les pâtes alimentaires avec la farine de plantain, autant que je fais avec la farine de manioc. Donc, pour moi, je trouve que si nous transformons, et que nos dirigeants nous aident, parce qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que nos dirigeants pensent que c'est les produits venus d'ailleurs qui sont mieux que les nôtres. Selon des études récentes, le manioc ne contient pas de gluten, une protéine présente dans le blé et contestée par les consommateurs occidentaux. La production industrielle de la farine de manioc pourrait donc ouvrir de nouveaux marchés à ces femmes installées en milieu rural et qui ne demandent qu'à être outillées. Nous avons des difficultés surtout pour obtenir les appareils. Parce que vous avez vu là maintenant, il faut transformer d'abord en cossette. On ne va pas aller prendre les tubercules dans le champ, sécher et écraser. Il y a tout un processus. Et ça demande
la mécanique. Nous voulons vraiment arriver à pouvoir exporter des quantités. En attendant d'avoir accès à des sources de financement plus importantes, c'est vers les microfinances qu'elles se tournent, notamment les mutuelles orientées vers l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes très sensibles au financement de ce genre de projet parce que pour nous, c'est par là qu'il faut passer pour vraiment l'empouvoirment de la femme. Pour qu'elle puisse avoir des revenus substantiels, il faut l'aider à transformer ces produits agricoles-là. Déjà, cette transformation aide à bien nourrir nos familles parce que la récolte qui devait être jetée, on essaie de récupérer, les pertes post-récolte diminuent et on peut garder une partie pour manger plus tard parce que semi-transformé, ça aide et on peut vendre aussi. Avec les efforts faits par l'État et le secteur privé, certains opérateurs sont optimistes quant à l'avenir du Made in Cameroun. Moi, je crois fermement au Made in Cameroun. Je crois fermement que c'est en consommant et inviter les Camerounais à consommer les produits faits au Cameroun. Parce qu'en consommant les produits camerounais, nous luttons contre le grand banditisme, nous luttons contre le chômage et on va voir le pays vraiment se développer. Et de demander à nos aînés, à ceux qui prennent des décisions, de faire confiance à la jeunesse, à cette jeunesse entreprenante qui a vraiment envie. La transformation locale des produits agricoles au Cameroun est faite à plus de 86% par le secteur informel. Conséquence, il est difficile d'obtenir un chiffre fiable sur les performances globales réalisées au niveau national. Mais dans les prochaines années, l'objectif est de transformer localement au moins 40% de la production agricole. Monsieur Portela, une véritable industrie de transformation, c'est ce qui manque aujourd'hui sur le continent africain. Oui, c'est ce qui manque, des véritables politiques d'abord, de transformation agricole ou de transformation de toutes les matières premières. Mais je pense que par moments, on se trompe un peu parce que c'est bien beau de fixer des objectifs à 40% de taux de transformation des produits agricoles. Mais est-ce que déjà en amont, on a bien intégré toutes les filières? Parce que des erreurs ont été commises dans certains États, et en particulier aussi un peu aussi au Cameroun, sur le fait que, en fait, quand on parle de transformation, on voit bien. Le reportage est intéressant parce que on voit tous les stades en fait de transformation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger la transformation artisanale. On parle de la transformation artisanale jusqu'à la transformation véritablement industrielle. Et très souvent, l'erreur qui est commise dans certains États, c'est de faire des politiques en fonction de la transformation industrielle, mais de ne pas partir de la transformation artisanale qui est déjà pourvoyeuse, elle, d'emploi, notamment pour les femmes et puis pour certains jeunes. Et il y a la question véritablement donc de l'organisation des filières ou bien de la réorganisation des filières d'importation. Le problème véritable, c'est celui-là, parce qu'il y a certaines études, on en a fait nous-mêmes dans les recommandations que nous faisons, quand on regarde dans certaines filières de transformation agricole et quand on les compare par rapport à des filières d'importation, on voit que les produits de transformation agricole au niveau local ne sont pas du tout compétitifs. Pourquoi ils ne sont pas compétitifs? Parce que, il y a un problème de qualité toujours, et deux, c'est surtout parce qu'il y a ce qu'on appelle les avantages comparatifs qui ne sont pas encore, parce que le coût de l'énergie, le coût de transport reste encore énorme, c'est un problème épineux à régler. Donc du coup, il y a des produits qui arrivent toujours à arriver dans les États africains. Mais ces circuits de filières d'importation, il va falloir que les États africains, les politiques africaines le règlent. Parce que très souvent aussi, on voit qu'il y a trop c'est en concomitance, bien évidemment, avec certains politiques qui ont aussi en leur pain, finalement, dans ces filières d'importation. Donc, ça ne les arrange pas tellement de pouvoir freiner ces importations-là. De l'autre côté, donc, vous avez une jeunesse qui, de plus en plus, nous on en connaît, qui innove dans les transformations, dans les produits, dans les outils, les équipements. Il y a des inventions qui sont faites pour favoriser justement plus facilement les processus industriels de transformation et surtout avec des appareils qui coûtent moins en énergie. Et là, en fait, on voit qu'il y a toute une chaîne
plusieurs chaînes qui sont vertueuses, donc de l'artisanal à l'industrialisation véritable. Et c'est un secteur, notamment au Cameroun, qui va aller de l'avant. Et le Made in Cameroun, peut-on y croire? Il y a déjà des produits locaux qui existent, qui sont du Made in Cameroun. Mais c'est simplement qu'il y a aussi une problématique aussi culturelle. Parce que ceux qui ont plus de moyens ont toujours tendance à consommer les produits qui viennent de l'extérieur par mimétisme, parce qu'ils sont dans la bourgeoisie, etc. Et donc ça ne favorise pas la transformation locale, industrielle des produits agricoles. Jean-François, c'est un non-sens de voir des pays à fort potentiel comme le Cameroun exporter ces productions pour ensuite les racheter, transformer. Oui, le Cameroun n'est pas le seul dans cette situation. C'est pas un problème camerounais. Voilà, c'est pas un problème camerounais, et peut-être même qu'à certains égards, le Cameroun est sans doute plus avancé sur ce terrain qu'un certain nombre de pays, ne serait-ce qu'en Afrique centrale. Si on prend en Afrique centrale, je pense que le Cameroun est plutôt en tête de peloton de ce point de vue-là. Mais il est vrai que ce problème, il y a là quelque chose d'incompréhensible pour des gens élémentaires comme nous, qui n'avons pas le pouvoir de décision. Tout citoyen peut le comprendre que lorsqu'on produit et qu'on ne transforme pas sur place, on manque d'abord d'indépendance. On n'a pas la maîtrise de son propre destin. C'est vrai pour les produits agricoles, mais c'est vrai aussi pour les produits miniers, le pétrole, etc., etc. Moi, à la lumière de ce reportage-là, je me dis que la balle est dans le camp des pouvoirs publics. Il était évoqué tout à l'heure la question des politiques publiques. Des politiques publiques, des politiques volontaristes, non seulement de régulation des importations, mais aussi de régulation des habitudes alimentaires. Parce que là, on parle d'agriculture, je parle plutôt des habitudes alimentaires. Il y a des pays dans lesquels on pousse à outrance à importer, on importe des choses qu'on pourrait trouver sur place. Et puis, je trouve qu'en Afrique, nous manquons un peu d'ambition. Les autres, ils nous ont amené le riz. Maintenant, c'est devenu notre nourriture de base. Nous en avons parlé ici avec notre ami sénégalais. D'autres nous ont amené les pâtes, d'autres nous ont amené d'autres choses. Mais pourquoi est-ce que nous, on n'emmènerait pas la farine de manioc jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'en Europe, pourquoi pas? Et puis, dans les politiques publiques, il y a aussi les aspects de protection. On a, la dame qui parlait tout à l'heure, parlait de process. Et là, ils ont mis en place un processus qui débouche sur le produit que nous avons vu, qui était très appétissant et qui, malheureusement, n'a pas été mangé pendant le reportage. Mais ça, ce process-là, dans un pays dit industrialisé, il est protégé. Il est protégé contre d'autres qui n'ont pas investi là-dedans, qui n'ont pas investi d'efforts, qui n'ont pas investi d'argent, et qui ensuite vont venir s'en saisir éventuellement parce qu'ils disposent des moyens pour pouvoir l'exploiter industriellement. Et nous n'avons pas. Ça, ce sont des éléments presque d'ordre culturel qui nous manquent, mais qui relèvent, je crois, de la responsabilité de nos pouvoirs publics. Il y en a tellement d'autres que nous n'avons pas le temps d'évoquer ici, mais je pense que nos politiques sont en dessous de tout lorsqu'on voit toute cette énergie, toute cette capacité d'inventivité, toute cette capacité de travail qui n'est pas exploitée et qui n'est pas organisée comme il se devrait. Oui, Samuel, comme le disait Jean-Marie, c'est comme Jean-François. Oh là là, c'est vrai que j'ai été absent trop longtemps. Je pense à Jean-Marie Bitomo, voilà, Jean-François Konjikombe. Salut Jean-Marie. Voilà. C'est quand même malheureux de voir des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire avec un fort potentiel agricole et qui n'ont toujours pas commencé à véritablement transformer leurs produits. Pourquoi? C'est un manque de volonté politique, comme on le répète assez souvent autour de ce plateau? Clairement, c'est un manque de volonté politique. Cette manque de volonté politique est alimentée par une série d'écueils, de dysfonctionnements, d'inertie aussi, parce que les populations sont condamnées à ce qu'on appelle très vulgairement la débrouillardise. Et elles sont obligées de faire ce qu'elles peuvent, sans toutefois bénéficier d'une politique rigoureuse au niveau gouvernemental. Et sans une politique rigoureuse au niveau gouvernemental, il n'y a pas de mécanisme qui puisse assurer ce lien social qui lie le citoyen ordinaire, qu'il vive dans une localité, dans un village, d'un responsable administratif ou d'un membre du gouvernement. Donc en l'absence de telles infrastructures politiques,
clairement, on fait face à ce type d'écueil-là. Ce que je voulais aussi relever, c'est qu'il faut, pour le cas du Cameroun, voir que le Cameroun a énormément régressé sur le plan de sa politique agricole. Vous avez si bien fait de parler de la Côte d'Ivoire, et je m'érige souvent un défenseur de ce pays pour la volonté sans cesse renouvelée des gouvernements successifs, malgré les difficultés d'ordre politique que ce pays a rencontrées, à tenir la tête haute par rapport aux défis de la nation. Et en ce qui concerne le Cameroun, je vous dirais clairement que le Cameroun a régressé et aujourd'hui, le secteur agricole est le parent pauvre, notamment des populations rurales. Aujourd'hui, on parle de groupes d'initiatives communes. Ces groupes d'initiatives communes n'ont pas été impulsés par l'action gouvernementale. Ce sont des pratiques, entre guillemets, villageoises qui ont conduit à certaines populations rurales à voir très rapidement les limites de leurs efforts physiques, personnels, et d'essayer d'harmoniser en organisant des groupes qui puissent permettre d'abord, initialement, d'aider à travailler de façon mutuelle, c'est-à-dire qu'on organisait des séances de travail par semaine. Lundi, on va chez X, mardi, on va chez Y, ainsi de suite au courant de la semaine. Et c'est comme ça que ces populations sont arrivées à s'en sortir. Malheureusement, cela n'a pas bénéficié d'un écho favorable au niveau du gouvernement. Et aujourd'hui, pour que cette situation puisse être réglée, je félicite le gouvernement de prendre à bras le corps ce défi, notamment l'actuel ministre de l'Agriculture, qui constate très bien que le Cameroun démarre très bas, mais il va falloir, comme Jean-François le disait, et monsieur notre invité le soulignait, il va falloir des politiques publiques volontaristes qui permettent d'associer l'ensemble des acteurs de cette filière, de ce secteur, en vue de dynamiser et de moderniser l'économie que nous souhaitons de tous nos voeux sur ce plateau. Alors, Monsieur Portela, la CAD a publié un ouvrage sur la nécessité pour l'Afrique de bâtir des industries modernes et compétitives. Est-ce que ce n'est pas un peu le problème des économies de rente, justement, de familièrement s'endormir sur ses lauriers ? Oui, mais c'est parce que très souvent, on ne part pas de la base. C'est-à-dire que si vous voulez définir une politique industrielle, partons de la base. La base, ce sont les compétences. C'est bien cela. Alors aujourd'hui, il y a une sempiternelle question, c'est-à-dire qu'on se dit que là où il y a des activités à forte création de valeur, on dit que ce sont les étrangers qui le font. Il y a une grosse polémique actuellement, c'est en Côte d'Ivoire, l'usine de transformation de cacao. On a dit, bon, ce sont les Français. Il y en a une autre à San Pedro, c'est le groupe Ola, mais pourquoi pas les Ivoiriens, etc. C'est parce qu'en fait, il faut ce qu'on appelle une stratégie de socle. Vous ne pouvez pas réaliser une véritable politique économique et encore moins une politique de transformation industrielle à forte valeur ajoutée si vous n'avez pas une stratégie de socle avec des leaders privés et politiques qui organisent cela. Parce que sinon, ce sont les autres qui vont le faire, mais on ne peut pas empêcher une entreprise chinoise, une entreprise indienne, une entreprise d'Asie du Sud-Est de pouvoir investir dans la transformation industrielle agricole. On ne peut pas l'empêcher. C'est simplement que c'est une question maintenant d'équilibre. Et le bon équilibre à trouver, c'est qu'il faut créer ce qu'on appelle, sans utiliser de termes savants, des pôles de compétitivité, des pôles de compétences au niveau régional. On parle de l'union de l'intégration régionale sur certaines filières d'industrialisation. On peut donc fédérer, créer des synergies, créer des clusters pour pouvoir justement s'occuper de cette transformation industrielle. Merci Monsieur Portela, c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.